Or, la rentrée scolaire qui s'annonce, d'abord, de façon générale, il faut dire que l'école dans notre pays pose problème. Parce que l'école devrait aider à résoudre l'équation de l'existence. C'est-à-dire que l'école devrait être en adéquation avec nos réalités. Or, l'école telle qu'elle se vit dans notre pays demeure une école néocoloniale, où l'enseignement se fait dans la langue d'autrui, l'enseignement se fait en français, puis naturellement, lorsque l'enseignement se fait en français, l'enseignement ne prend pas en compte les réalités socio-économiques, culturelles de chez nous, de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Alors, dans ces conditions, vous constatez qu'on fabrique beaucoup de sans-emploi. Les gens sortent de l'école déjà difficilement avec des diplômes. Mais lorsqu'ils sortent avec ces diplômes-là ne leur servent à rien. Parce que les diplômes n'ont pas été acquis en tenant compte, comme je l'ai dit, des réalités de chez nous. Donc vous constatez que c'est des sans-emploi, des chômeurs qui sont là. C'est déjà là le problème. Tant qu'on ne va pas revenir à nous-mêmes. Mais même l'UNESCO qui a fait des recherches au plan scientifique dit qu'on ne se développe pas dans la langue d'autrui. On se développe dans sa langue. C'est-à-dire dans sa culture. Chez nous, par exemple, je donne un exemple. Les médecins traditionnels de chez nous. Vous appelez guérisseurs traditionnels, mais c'est des médecins. Il y a de grands médecins qui traitent les malades. Mais quelle école ont-ils pour enseigner ce qu'ils ont appris? Est-ce que des dispositions sont prises pour qu'on puisse avoir accès à ce que ces thérapeutes-là ont appris pour savoir dans les plantes qu'ils utilisent là, qu'est-ce qu'ils soignent, qu'est-ce qui fait quoi, dans les méthodes qu'ils utilisent, comment avoir accès à ces connaissances empiriques qu'ils ont obtenues, comment rationaliser ces connaissances-là, un peu comme les Chinois qui sont partis de leur médecine traditionnelle, qu'ils ont modernisé aujourd'hui. C'est leur médecine traditionnelle qu'ils ont modernisé. C'est avec ça qu'en Chine, on traite les gens. Mais chez nous, non. Si je prends l'exemple concret de la morsure du serpent. La morsure du serpent. Quand mon grand-père traitait la morsure du serpent. Et je n'avais jamais vu. Le traitement se faisait en 3 jours. On traitait un homme mordu par un serpent, la femme en 4 jours. Je n'avais jamais vu des cas de décès. Mon père est mort avec, mon grand-père est mort avec. Parce que ceux qui devraient le remplacer n'ont pas tellement été disciplinés pour pouvoir poursuivre. Et un peu partout, dans nos villages, il y a des gens qui traitent la morsure du serpent sans sérum antivenimeux. Aujourd'hui, le sérum antivenimeux au Bénin, là, une bonne partie est importée du Mexique.
Et lorsque quelqu'un est mordu par un serpent, une seule dose de sérum, c'est plus de 50 000. Et il peut arriver qu'on aille jusqu'à 10 doses pour guérir un cas. Tout récemment, j'ai vécu une situation où on est allé à 4 doses. Donc la dose seule coûtait plus de 200 000, sans compter les autres produits. Or, il y a des gens qui traitent les morsures de serpent de façon traditionnelle et guérissent. Pourquoi ne pas aller à leur école, savoir ce que les plantes qu'ils utilisent là, qu'est-ce qui traite la morsure du serpent, et faire des recherches. Depuis des années, on ne fait rien dans ce sens. Et on est toujours collé à l'école occidentale. Ça fait que, bon, on n'avance pas, on piétine là. On pouvait, la faculté de médecine moderne devait être couplée avec la médecine traditionnelle pour que donc on puisse faire des recherches et que le médecin moderne puisse en même temps avoir des connaissances en médecine traditionnelle et qu'il puisse traiter les malades qu'il puisse avoir. Actuellement, souvent on dit, ah, ça là, il y a des choses que la médecine moderne n'arrive pas à traiter. Puis on envoie ça au niveau traditionnel pour pouvoir traiter. Alors que, pourquoi on ne pourrait pas faire une jonction entre les deux et faire des recherches et aller un peu comme les Chinois l'ont fait. C'est pour dire que notre école a la tête en bas et les pieds en haut. La question des lycées agricoles, c'est autre chose. Ce n'est pas encore faire les lycées agricoles, n'est pas encore adapté. Ce n'est pas encore adapté. On dit, bon, on veut faire les lycées agricoles pour pouvoir donc aller à l'agriculture. C'est encore que le pays ne se développe pas seulement sur la base de l'agriculture. Pour développer un pays, il faut l'industrie. Mais l'industrie, pas telle que ça se fait dans notre pays, là, à Glodjigwe. Parce que là, l'industrie de Glodjigwe, c'est des multinationales délocalisées qui achètent nos matières premières, les transforment et vont les revendre à l'extérieur. Donc, ce n'est pas le Bénin qui transforme les matières premières. Tout se passe comme si, en fait, on exportait nos matières premières. On a beau avoir des usines dans notre pays, mais ce n'est pas des usines qui apportent la plus-value à notre économie. Vous apprenez que ceux-là, même des gens ont une exonération des taxes douanières. Ce sont eux qui gagnent. La main-d'œuvre est moins chère. Les matières premières sont achetées moins chères. L'environnement économique, c'est-à-dire les taxes et autres, le gouvernement leur permet donc d'importer et d'exporter, de faire les flux de différents produits moins chers. Eux, finalement, c'est eux qui gagnent. Ils vont exporter et aller vendre, créer la concurrence là-bas parce qu'ils seront moins chers, parce que ici, ils ont eu une main-d'œuvre moins chère. Donc, finalement, le Bénin ne gagne rien. Et lorsqu'on prend par exemple Glodjigwe là, le coton, par exemple, est produit en grande quantité au nord. Alors, combien de jeunes de Banikwara, de Bembereke vont venir travailler dans les usines de Glodjigwe? Et même les quelques jeunes qui travaillent là, lorsqu'on les approche, c'est, comment on appelle, c'est l'esclavage salarié. Ils travaillent dans de mauvaises conditions, ils n'ont pas de salaires vraiment
les salaires descendent. Les conditions ne sont pas du tout décentes. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Revenons maintenant autour de l'agriculture. Bon, l'agriculture, créer les lycées. Bon, naturellement, les lycées ne sont pas créés, puisque c'est, vous savez ce qui se passe. Les hommes politiques, surtout la politique politicienne, les gens font beaucoup de promesses juste pour capter l'électorat. Et puis bon, lorsqu'ils ont le pouvoir, vous allez entendre tout. Même moi, si j'ai le pouvoir, il va faire même la demi-mandat. Il est parti. Puis après, il peut vous faire le nombre de mandats qu'ils veulent. Bon, moi, je vais vous réaliser ci, je vais vous réaliser ça. Puis après, ils vont faire le contraire de ce qu'ils veulent. Ce qui se passe dans notre pays maintenant, où le plus gros lot, c'est de privatiser. C'est le privé qu'on appuie. Or, dans un pays, pour développer le pays, c'est d'abord le public. Le privé vient compléter. C'est d'abord le public. Vous prenez les écoles, par exemple, les écoles privées, vous devez constater que la plupart des écoles privées n'ont pas déclaré leurs enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que l'école coûte cher. C'est l'affaire de l'État. Ils n'ont pas déclaré. Le matériel qu'il faut, par exemple, pour les écoles techniques, là, pour ceux qui ont créé des écoles privées, le matériel coûte très cher. Donc, pour que vous puissiez ouvrir une école privée technique et que ça soit rentable pour vous et accessible aux pauvres, il faut nécessairement que l'État intervienne. Parce que ce que vous avez engagé comme frais pour l'école est tel que si vous voulez rendre ça accessible à tout le monde, vous ne pouvez pas supporter. C'est pour ça que c'est l'État qui supporte l'école, les charges liées à l'école. Et même si un privé ouvre une école, il faut que nécessairement l'État subventionne pour permettre aux enfants des pas très riches, des pas très pauvres, aux enfants des moins pauvres, d'avoir accès à cette école. Or, regardez l'école dans notre pays. Vous allez depuis, disons, bon, de primaire, même le primaire aujourd'hui, on dit c'est cantine, c'est ça qui fait la publicité. Oui, mais on finit le CM2 et on va, il faut voir déjà même le coût de tout ce que l'enfant coûte dans son déplacement, dans son entretien, même s'il mange à la cantine à midi et tout le reste. Et maintenant, lorsqu'il va au collège, il faut voir tout ce qu'il coûte aux parents. Et lorsque il finit le collège, pour aller à l'université, ça devient un parcours du combattant. Pour la plupart du temps, il n'y a pas de bourse. Et s'il n'y a pas de bourse, comment faire pour que l'enfant puisse étudier? Et l'enfant étudie pour avoir jusqu'à la licence professionnelle. Il faut bien qu'il puisse s'installer quelque part, qu'il puisse louer des résidences, qu'il puisse s'entretenir, qu'il puisse se déplacer. Si ses parents n'ont pas de moyens, c'est assez compliqué. Et lorsque, dans ces conditions, même beaucoup abandonnent après le bac, ceux qui arrivent à avoir la licence ou aller au master, par exemple, vous allez dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire,
c'est autour de la centaine de mille. Alors que chez nous, ici, le master, c'est 400, 500 et quelques mille. Que vous payez. Maintenant, votre hébergement, votre entretien, votre déplacement, donc, les choses coûtent excessivement cher dans notre pays. Et vous allez dépenser tout ça, vous allez finir, vous resterez à la maison ou bien vous irez faire quelqu'un aux étudiants avec votre doctorat même. Parce que les conditions ne sont même pas créées pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris. Oui, mais d'accord, il faut voir combien même sont au Bénin là. Combien sont à un repas par jour? Il faut faire une enquête au niveau de la jeunesse. Lorsqu'on dit auto-emploi, est-ce que chacun peut s'auto-employer? Si tu t'auto-emploies, qui viendra chez toi? Puisque si tu t'auto-emploies, ça veut dire que chacun crée son entreprise et personne n'est avec l'autre. Dans quel pays ça n'a jamais fonctionné comme ça? C'est un truc, c'est de la démagogie en disant c'est l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, on rassemble les jeunes, on fait donc des bavardages, on dit auto-emploi et puis les jeunes finissent. Ils tournent partout, vous les voyez avec des puces de choses en train de vendre, des trucs de SIM, MTN ou CSTIS, ou bien comment on appelle. Vous voyez des jeunes diplômés en train de se promener pour vendre ça. C'est ça l'auto-emploi ou bien c'est quoi? Donc en réalité, ça ne marche pas. Entrée scolaire, vous imaginez, les gens ont eu les vacances. L'administration a eu les vacances pour réaménager le personnel. Par exemple, les directeurs vont à la retraite. Il faut nommer de nouveaux directeurs. C'est un peu moins de 600 directeurs, 500 et quelques directeurs qui sont allés à la retraite. Et il faut nommer. Depuis les 3 mois de vacances jusqu'à maintenant, là, les directeurs ne sont pas encore nommés. Nous sommes aujourd'hui à quelle date? Le 12, non? Le 12. C'est le 18, la rentrée. Donc, à moins d'une semaine de la rentrée, les directeurs ne sont pas encore nommés. Or, lorsque les directeurs sont nommés, ils vont prendre service et préparer la rentrée. Les directeurs eux-mêmes prennent des dispositions pour s'installer. Affecter, positionner leurs enfants, soit au collège ou au primaire, avec aujourd'hui les difficultés que les gens ont avec EducMaster, parce qu'il y a une plateforme pour faire un transfert d'un endroit à un autre, c'est assez difficile. Disons que les gens ne sont pas prêts. En dehors des nominations, il y a les mutations départementales. Il y a justement au niveau départemental qu'on fait. Normalement, c'est à 1 mois avant la rentrée qu'il faut faire ces réaménagements-là. L'enseignant doit être en possession de son emploi du temps au moins 1 mois avant la rentrée pour qu'il commence à préparer la rentrée. Au primaire aussi, la même chose. Il commence par préparer la rentrée, chercher la documentation qu'il faut même pour la classe qui doit tenir et tout ça. Et c'est ça qui lui permet d'être prêt. Surtout qu'on parle maintenant d'approche par compétence. C'est-à-dire que si tu as un cours, il faut chercher le matériel qu'il faut pour pouvoir amener les enfants à comprendre en manipulant. Donc tu dois être un ingénieur. Tu ne peux plus être un simple instituteur. Tu dois chercher à découvrir comment amener les enfants à découvrir en manipulant. Donc ce n'est pas la veille de la rentrée, bien le jour de la rentrée qu'on va faire concert de classe et te donner une classe pour dire, bon,
va à la classe et pour que tu puisses travailler. Encore qu'à ce niveau-là encore, si vous prenez le primaire, les manuels scolaires, on n'en a plus. Depuis 2016, on n'a plus de manuels scolaires de CE1 jusqu'au CM2 en mathématiques et en français. Il n'y en a pas. Même les cahiers d'activité au niveau des CICP, c'est des problèmes. On dit, ah bon, après, si vous demandez, ah, on a lancé appel d'offres. Et que c'est une société indienne qui a gagné le marché. Parce qu'elle est moins disante. Pendant ce temps, on a le Centre national de production de manuels scolaires qui est à Port-Nouveau, qui est étatique. L'État a créé pour pouvoir produire les manuels scolaires. Au lieu de le renforcer, de l'équiper, renforcer en personnel et autres, et se rendre autonome dans la fabrication des manuels scolaires, on le laisse, on dit maintenant bon que c'est pas rentable, c'est pas si, on va recourir aux imprimeries privées ou à l'extérieur, parce qu'ils diront que ah, le bailleur de fonds exige un appel d'offres international. Comment est-ce que vous pouvez, système éducatif, tout en vous faisant imposer la fabrication des intrants ou des éléments essentiels à l'extérieur? Parce que si vous voulez, si l'Indien vient ici, l'Indien, lui, il a tout le reste, tout le matériel dans son pays là-bas. Donc s'il vient, si un entrepreneur indien mise ici, il doit être nécessairement moins disant par rapport à une société béninoise. Et à ce moment-là, l'Indien qui vient ici dégager les bénéfices pour son pays, vous ne privilégiez pas les gens du pays pour qu'eux, ils puissent... Vous devez avoir un minimum d'imposition, d'exigence dans la collaboration. Vous ne pouvez pas dire c'est appel d'offres international tout court et vous contenter de ça. Donc, voilà un peu par rapport aux manuels. Donc, les manuels, les différents intrants, les documents qu'il faut pour que l'enseignant fasse son travail. Déjà, même dans le cadre où j'ai montré que l'école est extravertie, et même dans ce cadre-là, pour encore apprendre en français, là, c'est un problème. Parce que là, quand vous dites à un enfant CI d'apprendre que c'est l'approche par compétence, vous les mettez en groupe, vous leur demandez de discuter, vous avez un modérateur, un rapporteur et tout ça. Ils ne comprennent pas, ils parlent fond, mais ils parlent au haman. Et vous leur demandez donc de parler en français. L'enfant n'est pas compétent en français. Il est compétent dans sa langue. Et puis bon, donc ça va. Ça fait que le taux d'échec scolaire est très fort. Encore que l'approche par compétence ailleurs, dans d'autres pays, non seulement ils le font dans leur langue, mais ils ont un nombre réduit. Un nombre réduit, un effectif réduit. Et des conditions, les matériels, la communication. Peut-être dans une classe, on peut avoir 12 à 15 élèves. Et les groupes ont du matériel pour échanger. Même à la maison, les gens font des recherches. Avec l'enseignant, ils font des recherches, ils échangent. Ici, il n'y a pas ça. Donc, on ne peut pas copier ce que les autres font là-bas en important leur langue. Et on dit qu'on enseigne, non, ça ne peut pas marcher. J'ai montré comment en fait le coût même est élevé pour évoluer le master, pour aller au doctorat. Si vous n'êtes pas riche ici, vous ne pouvez pas envoyer votre enfant au doctorat. Il faut être riche. Et pour être riche, il faut avoir été ministre ou DG. Ou il faut avoir été du système, il faut avoir une société qui est du système, qui a les marchés, qui permet donc à l'homme de s'enrichir. Et c'est comme ça que ce sont les nantis là,
ceux qui sont dans le système, et qui arrivent à envoyer leurs enfants étudier, et même à l'extérieur, ils reviennent avec des diplômes, et qui les relaient, et qui peuvent prendre la direction des services techniques, un peu partout, et qui relaient leurs parents, et vous, vos parents, vos enfants, vous relaient dans votre misère. Et ça fait que les choses ne marchent pas. La rentrée scolaire. Donc, dans l'environnement que je viens de présenter là, il y a par exemple les miettes qu'on donnait aux enseignants à la rentrée pour dire c'est des primes. Des primes de rentrée, un certain nombre de primes, on dit primes de rentrée, primes de journée pédagogique, primes de ci, primes de ça. Les miettes, quand on les rassemble, ça ne fait pas plus de 100, légèrement plus de 100 000, 109 000 en moyenne primaire, 121 000 en moyenne au secondaire. À la rentrée, lorsque les gens faisaient des journées de réflexion, on leur donnait ça. Et ça leur permettait au moins de régler quelques petits problèmes, d'aller inscrire leurs enfants ici et là. Mais maintenant, depuis la dernière revalorisation des salaires, le gouvernement, sans rien dire aux syndicats, a procédé à ce qu'il a appelé la mensualisation des primes. Au point où même les 109 000 là, on veut diviser ça en 12 et mensualiser. C'est-à-dire que par mois, on aura 8 ou 9 000 francs d'augmenter sur le salaire. Ils ont tenté de montrer que c'est ça qui permet que, à la retraite, que l'enseignant puisse avoir sa pension améliorée. Or, ce n'est pas vrai. On s'est renseigné à la pension pour calculer au service de pension pour calculer la pension de retraite. On ne tient pas compte des primes. Primes mensualisées ou non, on n'en tient pas compte. On tient compte du salaire de base. Donc, là encore, c'est un mensonge. Et les enseignants disent, mais donnez-nous nos miettes au moins là. Ça nous permet de faire un peu la rentrée. On dit non, telle chose, vous allez prendre 25 000 ici, vous allez prendre 21 000 divisé par 12, vous allez prendre tel, ainsi de suite. Donc, là encore, qu'il y a des enseignants qui ont fait des formations CICP pour, comment ils ont appelé ça, l'actualisation des curricula au niveau des différents programmes, les programmes là. Et quand ils ont fini la formation, on devait leur payer les frais d'entretien. On leur a dit, bon, partez, c'est pas mon mot qu'on va vous payer. Puis après, c'est au pifomètre, on remet à certains, on ne donne pas à d'autres. CICP, ils sont restés mécontents jusqu'à la rentrée. Vous prenez les gens du secondaire, c'est la même chose. Ceux qui sont allés faire des formations à l'école normale de Porte-Nouveau, de Dassa, de Natitengou, de Lokosa, et ils sont allés faire la formation et c'est à leur propre moyen. C'est-à-dire que l'État paye juste les formateurs, mais pour ce qui est de leur entretien, de leur déplacement, de leur hébergement, l'État ne s'en occupe pas. Et c'est des enseignants conformes pour l'État. Or, ils avaient déjà des salaires dérisoires. Vous louez quelque part, vous vous déplacez pour vous faire former, vous devez aller louer. Et payer les documents exigés par les formateurs et tout ça. Ils se sont battus pour ça, rien. Au contraire, on les menace pour dire, si vous continuez d'exiger ça, va vous faire échouer. Nous tenons vos testicules à main. C'est des choses comme ça que vous entendez. J'ai fait un tour, je venais de la Donga, j'ai fait un tour à Escalade, ça pour voir ce qui se passe. Et c'est horrible. Puis les formateurs menacent, directeurs de l'école menacent les gens. Si toi tu as écrit pour dire que vous êtes dans de mauvaises conditions, réécris pour dire que c'est bon, sinon tu vas échouer. Voilà dans quelles conditions on entretient les gens. J'ai été à Porte-Nouveau. On ne menace pas les gens, mais
Encore que ce n'est pas tout le monde, pas tout. Il y a certains formateurs qui menacent. Mais il faut voir aussi dans quelles conditions ils sont. Vous apprenez dans la faim. Comment être hébergé, c'est un problème. Voilà un peu dans quelles conditions. Il y a d'autres maintenant qui attendent d'aller en formation. Plusieurs promotions qui attendent d'aller en formation. Et lorsque vous voyez le gouvernement dire, ah, nous sommes en train, on est en train de prendre des dispositions. Rien. Est-ce que vous imaginez par exemple que quelqu'un qui a déjà eu le CAPES en mathématiques, il a payé pour se faire former. Et maintenant, c'est son tour, c'est sa promotion qui arrive. On lui dit d'aller repasser, refaire la formation dans la même école pour repasser le même examen. Alors qu'il a déjà le diplôme. Tout au plus, on pouvait lui dire, bon, c'est vrai, ta promotion arrive, on ne prendra en compte ton diplôme qu'à partir du moment où les diplômes de ta promotion seront valorisés. Mais on ne peut pas dire que lui, là, il faut qu'il reprenne la formation. Et les gens sont obligés d'aller s'asseoir là. On se demande qu'est-ce qui amène... C'est-à-dire l'idée de maltraiter l'enseignant, de le chosifier. Sinon, quelqu'un même, d'autres ont déjà même le CAPES. Et on dit qu'on veut les former au BAPES. Or, c'est avec le BAPES en mathématiques ou une licence en mathématiques que j'ai pu faire la formation du CAPES. Maintenant, on me dit que je n'ai droit qu'au BAPES. Et il faut que je refasse une formation pour avoir le BAPES. Comment comprendre cette logique? Mais les gouvernants sont d'accord avec ça. Eux, ils organisent ça comme ça. Parce que tout est calcul. Comment faire pour que l'État ne dépense pas, l'État ne sorte pas l'argent. Au point où même ce qui paraît naturel devient surnaturel. Ça devient extraordinaire. Voilà un peu dans quelles conditions on organise la rentrée scolaire. Et on dit qu'on est prêt. En réalité, être prêt là, c'est des discours politiques. Dans la réalité, les gens ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas être prêts pendant qu'ils n'ont pas nommé des directeurs. À la veille de la rentrée. Ils ont fait maintenant la pré-rentrée hier. Les écoles qui n'ont pas de directeur là, qui organisent la pré-rentrée. Lorsque vous posez la question, mais pourquoi c'est pas prêt? Ils disent non. Bon, nous, au ministère, on a envoyé au CNE. Le CNE, Conseil national de l'éducation, a fait des observations, il a retourné. On a intégré les observations, on a retourné au CNE, ainsi de suite, et puis bon. Donc c'est le ping-pong entre les ministères, le CNE. Le résultat, c'est qu'on n'a pas des affectations. Le résultat, c'est qu'on n'a pas des nominations. Donc les gens ne savent pas où est-ce qu'ils vont faire la rentrée. Et on dit qu'on est prêt pour la rentrée. On nous appelle pour nous dire quelle diligence. Quelle diligence. De toute façon, cette rentrée-ci se déroule dans un contexte terrible. Vous savez que l'année scolaire écoulée, avec cette affaire de force Barkhane à Kandi, et tout ce qui se passe, c'est des trucs de djihadistes dans le nord du pays. Mais c'est des scandales, c'est des menaces. Des gens fusillés depuis Materi, et Kwandé, comme on appelle Banikwara, Segbana, Karim, Malanville. Toutes ces zones-là, c'est l'insécurité totale. Et vient maintenant l'affaire de la guerre contre le Niger, où c'est la France qui pratiquement veut de la guerre contre le Niger et tout le monde veut s'impliquer, notre pays s'implique aussi. C'est dans cette cause-là que la rentrée se fait. On dit donc qu'il y a des forces à Kandi, forces militaires à Kandi, forces à Malanville, forces à Parakou, ainsi de suite. Dans ces conditions, la rentrée se déroule comment? Nous avons dit
qu'il faut que notre pays se retire de cette guerre-là. Qu'on renverse un président dans un autre pays, ça ne nous regarde pas. Ça fait l'affaire du pays. Que Bazoum soit renversé par les militaires nigériens, c'est l'affaire des Nigériens. S'ils sont d'accord, ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est eux qui prennent des dispositions pour rétablir l'ordre. Ce n'est pas à nous d'aller rétablir l'ordre constitutionnel chez eux. On sait comment l'ordre constitutionnel fonctionne dans nos propres pays. Donc, nous disons non aux bases militaires au Bénin. La conclusion par rapport à la rentrée, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour régler les différents problèmes. Et qu'il faut aussi que les enseignants se lèvent, y compris les parents d'élèves, pour se mettre ensemble pour lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Sinon, les enfants vont se retrouver encore dans de mauvais effectifs pléthoriques et autres là.